Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio et ensemble jusqu'à 23h avec ce soir la première demi-finale de cette saison 2023-2024 de Pro D2. On est sur Sud Radio et ce match très très attendu ce soir entre Aix-en-Provence et Grenoble du côté des Bouches-du-Rhône au stade Maurice David. On est avec Quentin Cavanis. Salut Quentin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore une fois un jeudi soir pour vivre au rythme de la Pro D2. Et oui, c'est vrai que le jeudi, ça n'a pas toujours été notre planning habituel, mais on s'y fait. On s'y fait ce jeudi bien, avec les demi-finales. La semaine démarre plus tôt, mais écoute, sympa. Oui, c'est bien, ce sont les phases finales de Pro D2. On va pas se plaindre avec les matchs qu'on a eu la semaine dernière. Bon. Ah, c'est clair, et ça promet encore ce soir. On est avec Clément Combe. Salut Clément. Salut Alex, salut à toutes et à tous. Ça va ? Ah bah nickel. Parfait. Bon bah écoute, tout va bien. C'est absolument parfait alors. On est avec Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut à tous. Est-ce que tu sens ce petit frisson des phases finales, Philippe ? On l'a senti déjà la semaine dernière, là ça y est, on y est. Ah là on y est et on y va justement avec Mathias Merlot. Salut Mathias, du côté du stade Maurice David pour ce match ce soir entre Aix-en-Provence et Grenoble. Salut mon Alex, salut tout le monde. Et là aussi on est excité Alex parce qu'on est allé à 10 mètres du terrain et je peux vous dire que les joueurs sont à l'échauffement, beaucoup de regards fermés. Ça sent le grand match et ça sera à vivre en direct sur Sud Radio Rugby. Je n'attends que mon compère Julien Thomas, mais bon, on l'a sorti de l'Hérault, il est légèrement en retard. Ouais, non mais de toute façon on l'attend à 21h, donc il n'y a pas de problème, tu sais, il n'y a aucun souci pour Julien Thomas, il est là et je sais qu'il est autour du stade, il discute avec il rôde autour de ce très joli stade Maurice David. D'ailleurs jusqu'à 21h, jusqu'au coup d'envoi de cette partie, on aura des auditeurs. On vous conseille d'ailleurs de venir au 0826 300 300 pour parler de rugby avec nous. On aura aussi des invités, Alexandre Flancard au poste commentateur tout à l'heure, Romain Magellan aussi, ancien joueur de Grenoble, désormais journaliste bord terrain pour nos confrères de Canal+, pour revenir sur la saison de Grenoble, sur le barrage de Grenoble face à Dax, mais aussi de revenir sur la saison incroyable d'Aix-en-Provence, parce que pour faire un tout petit mot là-dessus, Mathias Merlot, s'il y avait une équipe qui était attendue à ce moment-là, la compétition au regard de sa saison, c'est bien Aix. Exactement, invaincu à Maurice David, un seul match nul concédé face à Aurillac. Pour l'instant, tout le monde est tombé ici dans les Bouches-du-Rhône. Ça sera un nouveau défi pour la bande à Reggiardo ce soir face à peut-être le plus gros poisson de cette Pro D2 avec Van. Donc oui, ça sent le grand match, toutes les statistiques le prouvent. Oui, et on va passer l'heure avec toi Mathias. On te retrouve dans quelques instants. D'abord on va faire un point sur toutes les informations. Quentin Cavanis, beaucoup de choses cette semaine, des affaires, un club aussi qui va disparaître d'une compétition, et puis un nouveau directeur général, un nouveau patron à Proval au syndicat des joueurs professionnels. Et oui, mais on va démarrer avec la probable fin de saison pour Emmanuel Meafou, le deuxième ligne toulousain qui a été victime d'une grosse déchirure aux ischio-jambiers pendant la finale de la Champions Cup ce week-end, pourrait manquer jusqu'à la fin de la saison. Julien Marchand et Pita Aki, les deux autres Toulousains, eux ne reviendront pas avant les demi-finales de Top 14. Donc coup dur pour le stade toulousain. Coup dur également pour Simon Whitlock qui ne sera pas sur les terrains de Top 14 ce week-end. Le Néo-Zélandais n'a pas reçu le feu vert post-commotion. Toujours dans le registre des blessures, Donovan Taofi Fenua et Olivier Clémensac ne rejoueront pas cette saison. Le premier va être opéré des ischios alors que le second a été opéré d'une hernie discale. Les clubs anglais ne sont pas les seuls à avoir des soucis financiers. Alexandre, criblé de dettes, les Melbourne Rebels n'ont pas réussi à sortir de l'impasse financière et vont être exclus du Super Rugby en fin de saison. Yannick Bru, lui, en revanche, s'en sort avec un simple avertissement. Le manager de l'UBB est passé en commission de discipline hier après une altercation avec son ancien président Philippe Taïeb, le président de l'Aviron bayonnais, et il s'en sort donc avec un simple avertissement. Le tournoi de Madrid en rugby à 7 va débuter demain avec, pour les filles, un rendez-vous face aux Fidji. Ce sera à 13h28 alors que les garçons joueront l'Australie vers 19h05. Ensuite, les Françaises joueront samedi l'Argentine et la Grande-Bretagne alors que les garçons affronteront les Irlandais et l'Australie. Pas de surprise au niveau de Proval, Alexandre. Malik Amadash, seul candidat en lice à la succession de Robins Chalewachou, a été logiquement élu président aujourd'hui d'ailleurs du côté de Proval. Et puis dernière nouvelle, Castres qui annonce aujourd'hui la prolongation jusqu'en 2026 de Andrea Kokadji et le MHR qui a prolongé Tyler Tugid jusqu'en 2027.
Merci beaucoup Quentin Cavanis. Revenons d'abord donc sur cette information donc des Melbourne Rebels qui vont disparaître. Philippe Spanghero, est-ce que tu es surpris de cette disparition de ce club criblé de dettes dans une très très grande ville qui est d'ailleurs un énorme pôle économique de l'Australie et de toute la région océanique, Melbourne. Est-ce que ça traduit aussi de ce système, de ce fonctionnement non viable économiquement du Super Rugby? Alors, le Super Rugby, en soi, je pense, n'est pas non viable. Ça traduit quand même une fragilité du modèle économique du rugby dans le monde. Et c'est ce que je répète très souvent. On se vante, nous, à raison, d'être une économie la plus forte en France, l'économie la plus forte du monde. Mais il faut faire attention à ce qui se passe à côté, parce qu'on voit que des pays très forts sur le papier sont en difficulté. L'Angleterre, l'Australie aujourd'hui. Et donc, il faut voir comment rééquilibrer un peu tout ça pour créer de la richesse et des modèles économiques qui fonctionnent partout sur la planète, parce que il nous faut beaucoup plus d'équipes performantes à l'échelle du monde pour développer notre sport. Aujourd'hui, ce qui se passe en Super Rugby, c'est pas tout à fait étonnant. Ce que j'avais dit plusieurs fois, c'est que les Sud-Africains ayant quitté cette organisation, on se retrouve vraiment avec les Néo-Z qui tirent la barque et derrière les Australiens qui suivent. Et on a vu que les Néo-Zélandais avaient fait le choix récemment de se rapprocher plutôt du Japon. Donc ça amène un rugby australien à être encore un peu plus esselé, avec un modèle économique en fragilité. Et c'est vrai que quand on voit quelque part les dettes cumulées, on parle de 14 millions sur plusieurs saisons, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas énorme. Mais c'est à mettre en perspective avec les budgets. Je le répète souvent, mais les budgets de ces clubs-là sont très loin des nôtres. Aujourd'hui, un club comme les Rebels dont on parle, c'est un club qui aurait du mal à rivaliser avec un Oyonnax ou Provence chez nous. Donc c'est ça la réalité. C'est que les économies sont pas du tout les mêmes, parce que ce qui pèse lourd, c'est la masse salariale. Et elle est assumée en très grande partie pour les joueurs cadres par la fédération australienne en direct. Donc ça enlève une charge considérable, et donc les modèles ne sont pas les mêmes. Voilà, la surprise, c'est que ce consortium, qui était quand même un consortium qui s'est structuré pour proposer un plan de reprise, n'ait pas été validé, parce qu'il avait à sa tête l'ancien patron de la compagnie aérienne Qantas. Donc on peut imaginer que la personne est sérieuse, et malgré tout, la fédération australienne a refusé le plan de reprise et a préféré carrément couper la tête de ce club. Donc, le signal, il est pas bon, quand même. Franchement, non, mais on parle de sacrés joueurs là qui sont dans ce club, Rob Leota, Taniela Tupou, enfin il y a Carter. Ah oui, il y a des cadres, il y a des cadres, il y a des cadres de cette équipe australienne, clairement. Donc moi, ce que je pense qui va se passer, c'est que ça va se restructurer, ce rugby-là. Je le répète souvent, et j'étais content que le directeur général de l'EPCR la semaine dernière aille dans mon sens, puisqu'il a parlé de rugby de fuseau horaire, et c'était ce que je dis depuis très longtemps, et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, il va y avoir un bloc fort qui va se créer avec le Japon, qui va prendre plus de place dans cette organisation qu'est la Sanzar aujourd'hui, et qui va devoir faire de la place au Japon pour recréer un modèle autour de ce bloc Nouvelle-Zélande-Japon, aux économies fortes. La Nouvelle-Zélande en soi a pas une grande économie, mais la force de sa marque fait que elle a les moyens de ses ambitions. Et autour de ça va se reconstruire un bloc, mais clairement, il va rester l'année prochaine 4 équipes, si tout va bien, en compétition du côté australien. Et peut-être que la question, ça va être de réduire encore la voilure pour que la fédération ait les moyens d'assumer un nombre d'équipes, mais qui peut-être sera inférieur à 4. Et ça, c'est un sacré sujet. Et puis un autre sujet que tu voulais évoquer avec nous, Philippe, c'était donc l'élection de Malik Amadash à la tête de Proval, le syndicat des joueurs, une élection où il était le seul candidat, ce qui est un petit peu particulier. Seulement 65 adhérents avaient voté aux dernières élections, ce qui est quand même un petit peu embêtant, parce que il y avait 964 joueurs et joueuses qui étaient à même de pouvoir déposer un bulletin de vote. Qu'est-ce que ça transmet aussi comme message, cette élection, et la façon dont tout cela a été mis en place? Alors concrètement,
Proval est une institution quand même qui pèse et qui va prendre de plus en plus de place, notamment autour des thèmes de la santé des joueurs et de la façon de gérer les conventions entre les clubs, la fédération. Donc c'est une institution quand même qui a été créée en 98, donc qui a eu de grands présidents à sa tête. Et c'est pas un bon signal de voir d'abord que finalement il y a qu'un candidat. La faute est pas du tout à Malik Hamadash, puisque là des membres proposés par Clément Ménadier, qui était celui qui était censé aller faire la bagarre contre Malik Hamadash, avait présenté des gens sur sa liste qui étaient pas éligibles. Donc sa liste a été invalidée. Donc Malik s'est retrouvé d'abord seul en scène et c'est toujours embêtant d'un point de vue démocratique. Et le deuxième problème, c'est ce mode d'élection qui fait que il faut se rendre physiquement, déposer un bulletin de vote et c'est forcément extrêmement contraignant. Et donc c'est sûr que quand sur 964 inscrits, on est élu par 70 personnes, ça amène une question de légitimité. Donc ça va être à Malik Hamadash de créer sa légitimité. Il l'avait déjà partiellement parce que il est déjà dans l'organisation de Proval depuis longtemps et il est bien identifié. Donc je lui souhaite de prendre sa place et de prendre la main vraiment parce que le chantier est compliqué quoi. La gouvernance Robins Chalewachou a fait beaucoup de mal, a fragilisé les relations avec la fédération, avec la ligue. Il y a besoin de beaucoup plus de transparence pour redonner confiance à ces institutions qui participent financièrement massivement à la viabilité du syndicat. Et donc voilà, on va suivre ça dans les prochains mois en espérant que Malik Hamadash tout de suite trouve ses marques. Voilà. Malik Hamadash donc qui est sur une liste aussi avec Venceslas Loré, le joueur du Racing 92, avec Daniel Brennan, le futur Toulonnais, joueur de Brive, qui sera donc trésorier. Et il y aura aussi Yann David, le centre expérimenté du Racing 92, qui sera donc bien un adjoint dans cette équipe-là. Donc voilà, on note aussi Lisa Ricastre, Caroline Drouin. Voilà une belle équipe autour donc de Malik Hamadash qui va être donc à la tête de Proval, syndicat ultra important. Un dernier mot avec toi, Philippe, concernant le match de ce soir, cette demi-finale entre Aix-en-Provence et Grenoble. La semaine dernière, tu as fait carton plein, il faut le dire, au pronostic. Tu avais tout vu avant tout le monde. Qu'est-ce que tu vois ce soir dans ta boule magique ? Malgré des railleries de Johan Huget qui avait même pas écouté, donc voilà, je saurais lui rappeler à l'occasion. Mais c'est vrai que j'avais vu juste. Non, ce soir, si te répond au téléphone. Oui, il me répond WhatsApp. Il répond WhatsApp. Ah, très bien. Voilà, on a nos lignes particulières. Mais non, pour parler du match de ce soir, ce qui m'interpelle toujours, en fait, ce qu'on pense être une bonne nouvelle, c'est 15 jours de repos pour régénérer, etc. Oui. Est-ce que ça coupe pas les jambes, tu vois ? Je suis pas sûr que ça le soit. Donc aujourd'hui, cette équipe de Grenoble, elle arrive forte de sa dynamique, 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Ils reviennent de nulle part parce qu'avec les sanctions de points qu'ils ont eu au long de la saison, personne ne les voyait là. Donc le capital confiance est au maximum et à la fois ils ont pas laissé trop de jus, sans faire offense à Cédacois la semaine dernière quand même, hein, ça a déroulé pour eux. Donc ils arrivent quand même avec du rythme, avec beaucoup de confiance. Donc c'est le match piège par excellence pour Provence. Mais à la fois, contrairement aux années précédentes, on a senti Provence maîtriser son sujet par rapport aux années précédentes et aux trous d'air qu'il pouvait y avoir, où il pouvait passer complètement à côté sur des rencontres. Là, on a senti une équipe cette saison beaucoup plus forte sur ses bases. Donc la logique voudrait quand même que Provence l'emporte à domicile. Et je vais miser sur une victoire de Provence, mais compliquée. C'est compliqué à déterminer et évidemment ça va être un match que vous allez suivre en intégralité sur Sud Radio entre 21h et 23h qu'on envoie tout à l'heure. Dans quelques instants, on va revenir aussi sur le barrage. C'est le Pro D2 qu'on aime. C'est la Pro D2 qu'on aime. Il s'arrête jamais. Dans quelques instants, on va revenir sur le barrage Béziers-Brive. Vous allez revivre ces moments très forts qu'il y a eu lors de ce barrage qui restera longtemps dans notre mémoire, Béziers-Brive, parce que demain, Béziers va tenter de gâcher la fête à la Rabine. Et on suivra ça évidemment sur Sud Radio avec Antoine Mazère. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Avec plaisir, messieurs. Bon match. Et à demain. Et à demain avec toi, Philippe, toujours pour nous éclairer de ton intelligence et de ta beauté. De tes lumières, surtout. Ouais, de tes lumières.
Et de ta chevelure. Et de mes foudroyances au pronostic. Ah, très bien. Au pronostic, okay. Au toucher aussi. Merci beaucoup Félix Manguero. Dans un instant sur Sud Radio, on revient sur Béziers-Brive. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, 20h19 et c'est une grande soirée de rugby. C'est la première demi-finale de Pro D2 sur Sud Radio qui va avoir lieu ce soir, qu'on envoie 21h de Aix-en-Provence, Grenoble, pour aller chercher une place en finale de ce magnifique championnat que vous avez suivi toute la saison sur Sud Radio. Plus de 17 000 minutes ça fait beaucoup, hein. de Pro D2 sur Sud Radio cette année, exceptionnel. On s'est régalé de A à Z. Ça a été un grand cru. Franchement, il faut le dire, c'est une belle un très année. très grand cru. Une très très belle année, effectivement, avec toute l'équipe Sud Radio, avec Quentin Cavenice, que j'ai passé mon année à vibrer Pro D2 avec Quentin Cavenice. Je t'ai plus vu que ma famille. Bah ouais, c'est normal, non? Enfin, je suis pas de la famille, moi. Bah, tu l'es devenu. Allez. C'est gentil. Ça fait un petit moment quand même qu'on se connaît. Ouais. Mais ça me fait toujours plaisir. Voilà, Quentin Cavenice qui est, je trouve, de très bonne humeur. Là, je suis très inquiet. Écoute, j'ai hâte du match. Je t'avoue que ce match me donne très envie. Et celui de demain aussi. Celui de demain, parlons-en. Vannes qui reçoit Béziers. Béziers qui s'est qualifié dans une ambiance extraordinaire. La semaine dernière, on parlait de ces barrages qui ont été franchement marquants. Moi, j'y pense toujours. Hein. J'ai toujours cette fin de match en tête. Et puis cet essai de marquer par Hans Kitsi, on rappelle, Béziers qui s'est imposé à domicile face à Brive dans ce barrage qui a été franchement somptueux. C'était sur Sud Radio avec Rémi Ruggiero et Julien Thomas. Cette victoire 33-31. Cette victoire acquise notamment, donc je le disais, grâce à un essai de Hans Kitsi. Allez, tiens, revivez un petit peu ce moment très très fort sur l'antenne de Sud Radio. Manier qui fait chier pour les Météois, qui fait crochet de plus, qui va continuer à mettre de mètres. Quelle action de Béziers, c'est parti. Allez, Boula, c'est pour Bota. Les Météois qui sont à 15 mètres de la butte. C'est ramassé toujours par Samarca, Jonathan Lecourt avec un Sully pour Ed Kitsi. Chipiola qui tente de mettre de la butte. Incroyable cette action des Météois. Et Ed Kitsi qui va marquer l'essai pour les Météois. Ed Kitsi qui marque l'essai pour les Météois. C'est quoi cette action de jeu de la part de la SPH? Incroyable moment. Et puis juste après, la fin de match, non moins incroyable, avec la percée des Brivistes qui ont failli marquer un essai pour s'imposer au coup de sifflet final. Revivez là aussi ce moment fort avec Rémi Ruggiero et Julien Thomas. La dernière possession pour les Brivistes. Francisco Coria qui est plaqué par ses défenses. On alimente du côté gauche avec la passe supplémentaire pour Bonneval qui est venu se présenter, semble-t-il. Monsieur Le Chic qui ne siffle toujours pas là-bas avec la passe supplémentaire pour Bonneval. Ça va chier du côté des Brivistes. Incroyable. Johnson qui va bien que la défense avec la balle de ballon pour Cronet qui arrive sur la 2 mètres. Elle sera là, la balle de match. Elle sera là pour les Brivistes. Alex Obaïchistement, ils sont 20 mètres de gagner ce match. Il y a une faute de main. Il y a une faute de main du côté des Brivistes. Il y a une faute de main. Et c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Béziers face à Brive. 33 à 31. Incroyable moment. Il perd le ballon. Julien Thomas, incroyable. Il y avait l'ambiance aussi après Alexandre comme ça là. Ça faisait un truc. Ça va pas être la même ambiance à Vannes, mais ça va être une très très grande ambiance évidemment demain sur Sud Radio. On y sera, Sud Radio y sera avec Antoine Mazer à partir de 19h. Ce serait une ambiance bretonne, somptueuse dans la plus grande affluence de Pro D2 cette saison. Mais revenons d'abord sur ce barrage. Un mot pour qualifier ce barrage, Quentin Cavenice, entre Béziers et Brive. À couper le souffle. Ça fait plusieurs mots, mais tant pis. À couper le souffle. Ok, non mais c'est une expression, j'entends, voilà. Ça, j'accepte. Clément Combe. Renversant, parce que c'est vrai que c'est Brive qui a dominé cette demi-finale longtemps. Brive menait de 5 points à 1 minute 30 de la fin. Voilà, c'était renversant, il y a eu un nombre de changements de leader incalculable. 10 ouais, 10 changements de leader, ouais. C'était fou. Renversant. Voilà. Absolument incroyable. Mathias Merlot, toi qui as suivi ce match, Mathias Merlot, notre commentateur à Aix-en-Provence pour Aix-Grenoble ce soir, t'as suivi ce match aussi entre Béziers et Brive, un petit peu comme toi, tout amoureux de rugby. Il t'a marqué ce match. Et l'ambiance de Raoul Barrière t'a d'autant plus marqué. Alex, moi c'est volcanique. C'était un volcan. C'était le volcan. C'était le volcan de Raoul Barrière. Une ambiance typique du bassin méditerranéen. Très chaud. Une ambiance un peu à l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Et je pense que sur ce public-là, Béziers ne le gagne pas. Donc ouais, non, c'est un grand moment de cette saison.
très grand moment de cette saison, effectivement. Ça va pas être exactement, je le disais, la même ambiance à Vannes. L'ambiance, ça sera plus en faveur, évidemment, des Vannetais. On attend quand même 800 Biterrois à la Rabine, devant plus de 11 000 personnes dans la cité morbihanaise. Est-ce que Béziers est totalement outsider, voire laisse le costume de favori entièrement sur les épaules de Vannes, selon toi, Clément? Oui, alors disons que est-ce qu'il laisse entièrement, entièrement, je sais pas. C'est soit tu l'as pas ce costume de favori. Après, il bénéficie aussi de. Je veux dire, est-ce que c'est clair là que tu as l'étiquette, tu vois, t'as la case favori, t'as la case outsider, et c'est évident que tu mets Vannes dans la case favori? Pour moi, oui. Là, comme ça, à l'instant T, oui. Sur que ça soit la dynamique globale de la saison régulière, la place au classement, le fait que Vannes soit demi-finaliste direct, qui reçoivent ce match aussi, c'est très très important de recevoir la demi-finale, même si Béziers a fait un super match et a un très bon groupe. Ça va être compliqué ce déplacement à Vannes, donc oui, Vannes par favori. Après, ça change rien à ce qui peut se passer sur le match demain soir. On est avec Julien Thomas, poste commentateur. Salut Julien, à Aix-en-Provence, à Maurice David. Justement, la semaine dernière, il y a une semaine, depuis la semaine dernière. T'étais à Raoul Barrière, Julien. Ah oui, à Raoul Barrière, bien sûr que ça a été. Est-ce que c'est évident que Vannes demain est favori? Vannes favori, oui. Alors là, je dis complètement un gros oui du fait qu'ils reçoivent. Ils ont eu quand même ce week-end, après une longue saison de Pro D2, il faut le savoir, le passage d'hiver, de 30 matchs, il y a eu quand même des coupures, la Noël. Et donc les organismes, ils récupèrent quand même certains mecs importants et des blessés. Et là, cette petite coupure qui leur a permis de garder et d'engranger cette énergie que n'ont pas eu peut-être les Biterrois. Les Biterrois qui ont fait un grand match, c'est vrai, à domicile, et ce sursaut d'orgueil de fin de match pour remporter face à Brive leur barrage. Je pense qu'ils ont laissé des plumes. Donc petit avantage, même voire bon avantage pour les Vannetais. Pourtant, quand même, les Biterrois, ils vont y aller demain avec les dents longues. On écoute Charlie Mallier, qui était notre invité sur Sud Radio, qui nous avait fait d'ailleurs le plaisir d'être avec nous samedi pour revenir sur cette partie. On écoute Charlie Mallier. Toute la saison, elle a été bonus pour nous, donc on va pas changer. Hier, on n'a pas changé notre philosophie du jeu. Je pense qu'on peut marquer un essai de 80 mètres, peut-être un des plus beaux de la saison. Et à ce niveau-là, en quart de finale, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prennent ces risques-là. Donc, comme on l'a dit, si on doit mourir, on va mourir avec notre philosophie. Ce qui nous a fait gagner des matchs, et nous en a fait perdre un aussi à la maison cette année contre Aix-en-Provence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vendre en victime, on va y aller avec les dents longues, et on a envie d'amener tout le peuple rouge et bleu à Toulouse avec nous. Si je suis bien quand même Charlie Mallier quant à Cavanis, il dit clairement que Béziers va jouer son jeu, va développer du jeu, parce que c'est comme ça que Béziers a joué cette saison. Vannes aussi propose pas mal de jeux, donc a priori on a demain une demi-finale très ouverte en termes de jeux proposés. On a une demi-finale ouverte en termes de jeu, et moi je serais peut-être un petit peu moins catégorique que tous mes camarades sur l'écart entre les favoris. Alors oui, ils sont favoris parce qu'ils accueillent, mais moi attention, je pense que la SBH a peut-être un plus gros mental. Une force mentale, on l'a vu au match contre Brive, et Vannes, on les a déjà vus s'écrouler, par exemple l'année dernière, tu vois. Et donc je me dis, et du coup il y a eu des gros malaises en début de saison, et donc pourquoi pas moi la SBH qui fait un coup, qui arrive décomplexé avec le couteau entre les dents, et puis un énorme public qui les suit là, avec les 800 personnes, ça va leur donner encore plus de force, donc pourquoi pas Sachant que la dernière confrontation peut pas donner d'indicateur, puisque Béziers avait fait tourner à Vannes. Donc, exactement, ouais. Et à l'aller, il y avait eu match nul, si je ne me trompe pas, 20 partout, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi c'est quelque chose qui me revient. Probablement 20 partout, mais je vais surveiller ça. C'était 20 partout, c'est ça, Béziers Vannes, il y avait eu 20 partout au match aller. C'était bien ça. C'est vrai que ça sera un match évidemment à suivre sur Sud Radio, un match passionnant. Dans quelques instants, on rentre bien de plein pied dans cet avant-match du côté de Aix-en-Provence. On va revenir d'abord sur la saison d'Aix avec Alexandre Flancard, l'ancien joueur de Provence Rugby, avec Julien Thomas et Mathias Marleau. Et puis on reviendra sur le barrage de Grenoble-Dax avec Philippe, notre auditeur grenoblois, avec vous au 0826 300 300, puis avec Romain Magellan, l'ancien joueur de Grenoble, champion de France avec le FCG. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby. On est à une demi-heure du coup d'envoi de la première demi-finale de la saison 2023-2024 de Pro D2. Aix-en-Provence reçoit Grenoble et ça va être un très grand rendez-vous ce soir. On est avec Mathias Merlot, on est avec Julien Thomas, avec vous au 0826 300 300. Venez parler rugby avec nous. On est avec Quentin Cavani et toute l'équipe. Revenons d'abord sur la saison de Aix. Aix qui a terminé donc le championnat avec une position de leader. Mathias Merlot, cette équipe de Aix qui a fait un parcours exemplaire cette année, invaincu à domicile, alors que c'est sa première qualification en demi-finale de Pro D2, c'est exceptionnel. Oui, Alex, tu l'as dit, c'est un peu l'inconnu, hein, collectivement, comment va réagir nouveau, mais aussi équipe. Le favori, c'est un peu bizarre. Exactement, c'est exactement ça, c'est l'inconnu, hein. J'en parlais avec Mauricio Reggiardo, là il m'a dit on va dans une zone de la forêt qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs d'expérience, mais il n'y a pas de vécu collectif, ce que Grenoble possède en son sein. Donc voilà, c'est la seule inconnue, mais les Aixois ils sont tranquilles. Et Mauricio Reggiardo il m'a dit qu'il y avait un peu d'anxiété cette semaine à l'entraînement, mais il est persuadé que son équipe va répondre présent dans ce rendez-vous-là. En tout cas, il a dit qu'il avait fait la semaine qu'il voulait et qu'il était déterminé à marquer l'histoire de son club. Donc on a un peu Mauricio Reggiardo, il y a forcément toujours un peu de tension avec Mauricio. Est-ce qu'il y en a eu là aujourd'hui? Est-ce que tu as pu un peu surveiller à son arrivée à Maurice David? Ouais, il y a de la tension, il y a eu quelques tensions avec Nicolas Nadeau notamment, avec quelques mots en conférence de presse d'avant-match qui ne sont qui ne sont pas vraiment passés, hein, puisque Nicolas Nadeau a mis la pression sur les arbitres, notamment sur les grattages de Guillaume Piazzoli, hein, qui est le meilleur gratteur de Pro D2, en disant qu'il mettait beaucoup les coudes au sol. Et Mauricio Reggiardo a rappelé que Provence Rugby était la meilleure mêlée du top 14 face à une des plus mauvaises du championnat. Donc voilà, ambiance, ils se sont expliqués entre quatre yeux tout à l'heure. Là, c'était pas chaud, mais en tout cas, c'était un moment qui montrait la tension qui entoure cette demi-finale de Pro D2. Tiens, on va écouter Arthur Coville cette semaine en conférence de presse. Il revient sur cet événement magnifique ce soir à Maurice David. C'est surtout l'état d'esprit qu'on a eu, qui nous a dominé toute cette saison. Donc pourquoi changer maintenant? Ça a bien marché toute la saison, on va pas changer notre état d'esprit. Puis moi je ressens surtout quand même beaucoup d'excitation de tous les mecs. Je pense que on s'est mis dans de bonnes positions toute la saison pour jouer un match comme ça à domicile devant notre public. C'est des matchs vraiment énormes à jouer, avec un engouement sympa. Donc c'est des événements, faut pas passer à côté. Donc surtout je sens beaucoup d'excitation et on n'a qu'une envie, c'est de jouer ce match. Ouais, jouer ce match, eh bien évidemment, ça va être le cas pour Arthur Coville ce soir. Il est sur la feuille de match. Arthur Coville, sans tout dévoiler, c'est vrai que il y a eu cette semaine de repos. Alors, est-ce qu'ils se sont reposés les Provençaux, Mathias Merlot? Ils ont fait un gros bras zéro avec Mauricio Reggiardo qui était délégué aux saucisses et à la cuisson. Alors, ils ont vécu beaucoup de moments assez sympas. Voilà, il a dit qu'ils allaient rien inventer cette semaine. Ils allaient rien inventer alors qu'Alexandre les barbecues c'est pas positif pour tout le monde. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Il y a Alexandre Francard qui nous rejoint, mais exactement, on va dire que le barbecue argentin est un peu mieux que le barbecue français peut-être, en tout cas. Et voilà, ils ont fait du rugby bien évidemment, mais en tout cas ils se sont donné des rendez-vous assez sympas. Ils ont beaucoup joué au padel entre les joueurs, ils ont beaucoup essayé de décompresser et de dédramatiser l'événement. C'est fou ça. De dédramatiser l'événement. Et du coup voilà, c'était une semaine assez tranquille où ils ont passé des bons moments ensemble en commun pour faire le plus grand match possible, le plus grand match pour l'instant de l'histoire de Provence Rugby. Alors qu'on est en train d'installer Alexandre Flancard en tribune presse, Clément Combe, est-ce que tu as été surpris par la saison, par la qualité de la saison de Provence Rugby, notamment sur cette deuxième partie de saison, là où ils ont eu sur le maillot l'étiquette de favori parmi les favoris du championnat et cette façon-là de l'assumer? Pas tellement parce que au final quand on voit la construction de cet effectif et même de ce club de manière générale, j'inclus aussi le staff dedans, ça me semble être le projet le plus viable avec Vannes pour monter en top 14. Donc au final quand on les voit finir premier de cette saison régulière, ils ont un groupe expérimenté avec une forte expérience individuelle. Arthur Coville en parlait en conférence de presse. Grosse expérience individuelle, peu de vécu collectif sur ces matchs de phase finale, mais des jeunes qui se développent, des joueurs expérimentés de par des longues carrières. Donc au final, pour tenir sur une saison régulière de Pro D2, non, ça m'a pas surpris. On est avec Alexandre Flancard, champion de France 2015, avec Julien Thomas, champion de France 2015 aussi. Là est notre consultant, l'autre est notre invité. Bonsoir Alexandre. Bonsoir.
Avec le fiston dans les bras. Vous pouvez nous voir sur sudradio.fr. On est avec toi, Alexandre, et ça fait très plaisir de t'avoir sur Sud Radio. Magnifique carrière en bleu, on rappelle, 22 sélections, champion de France en 2015, je le disais, une fin de carrière du côté de Provence Rugby, et tu es toujours dans la région, puisque là tu portes d'ailleurs un très joli maillot de Provence Rugby dans cette tribune. Et oui, j'ai mis un des derniers maillots. Et oui, je suis toujours dans la région. On est installé ici, et avec les petits, il y a le maillot aussi. Et ce club qui ne cesse de grandir, c'est vrai qu'on parle de projet viable pour Provence Rugby. Tu es arrivé, il y avait de l'ambition. Cette année, c'est la première qualification en phase finale pour le club, et c'est déjà un statut quasiment de favori pour le club provençal. Ouais, c'est un club qui grandit depuis un bon bout de temps. Moi, je suis venu aussi pour ça, justement, pour aider cette continuité. Et la saison qu'ils font, franchement, c'est magnifique. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont un statut de favori, et il va falloir prouver pourquoi ils sont là aujourd'hui. Julien Thomas, toi vous connaissez très bien les deux, ça on peut le dire. On se connaît très bien, exactement. Alexandre, on a joué ensemble au Stade Français les années 2015, notamment avec Gonzalo, Quesada, il y avait Sergio Parissé, le capitaine. Un petit Brennus quand même à la fin de la saison. Un petit Brennus à la fin, et Alexandre Flaccard qui connaît le très haut niveau international quand même, il faut le noter, et qui a amené en fin de carrière quand même son expérience, cette équipe de Provence Rugby. Donc je pense que c'est la continuité un petit peu de ce club. La question que tu disais, Alexandre, par rapport que tu posais à Alex Flaccard, justement, c'était ce club qui mérite d'y être. Il l'a construit, et puis lui il a connu un petit peu cette montée en puissance, il en a fait partie. Maintenant, moi, la question c'est souvent la même quand on arrête une carrière. Est-ce que tu as retrouvé déjà du plaisir en dehors des terrains? Est-ce que ta vie est plutôt intéressante, même si on n'est pas tous les dimanches, comme on le sait, sur le pré? Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, ça change, c'est sûr. Après, honnêtement, tout le monde me pose la question, est-ce que ça te manque? Non, parce que je l'avais préparé, parce que j'avais vraiment la volonté de passer à autre chose. Maintenant, c'est toujours un bonheur de venir au stade, de venir encourager les copains. La vie à côté, c'est du bonheur, ça fait du bien de faire autre chose aussi. Moi, à côté, maintenant, je suis conseiller immobilier dans la région, donc depuis le mois de septembre, et je m'éclate dans ce que je fais, donc là-dessus, il n'y a aucun manque. Bah justement, tiens, pour parler un peu d'immobilier, il y a quand même un beau stade maintenant à Provence Rugby, bien bâti. Il va falloir l'agrandir. Mais j'allais y venir justement, parce que tout grandit, le stade est amené à grandir aussi. On parle de projet viable, Alexandre Flaccard, et j'imagine que ces mots-là aussi résonnent dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, tu es un joueur australien, tiens, pourquoi pas, tiens, je dis au pif, évidemment. Les Melbourne Rebels viennent donc de déposer le bilan là ces dernières heures. Tu es un joueur australien, tu te dis bah tiens, je jouerais bien en France. Bah tu vois le projet d'Aix-en-Provence, belle région, beau stade, infrastructure neuve, de l'argent, parce que ça aide quand même. Enfin, je veux dire, ça peut rapidement devenir une véritable destination pour les joueurs qui ont envie d'arriver en France ou de développer des choses. Ah bah c'est certain, surtout qu'on a quand même de gros atouts dans la région, ne serait-ce que par la situation et par le climat déjà. Et en plus sportivement, c'est sûr que c'est un club qui est vraiment en train de grandir. Le club met les moyens, en tout cas a les moyens de ses ambitions. Après c'est sûr que si ça gagne aujourd'hui, ce sera encore une étape supplémentaire de franchie, mais l'étape d'après sera monstrueuse. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses pour attirer du beau monde. On se pose toujours la question, et moi j'estime à tort, est-ce que c'est trop tôt pour monter en top 14? On entendait ça de la part de certains clubs parfois, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que le club est prêt? La question, faut même pas se la poser. Les joueurs, s'ils vont la chercher, ce sera le bon moment, ce sera ainsi. Est-ce que d'après toi le club est capable de quand même de bien figurer s'il y a monté en top 14? C'est ce que j'allais dire, c'est deux choses différentes. Les joueurs, évidemment qu'il n'y a même pas de question, et la question elle se pose même pas. Ils ont tous envie de monter, ils ont tous envie de donner ça au club et pour eux-mêmes. Après oui, que nous on se pose la question, c'est un peu plus légitime, parce que c'est compliqué une année pour une saison pour un promu, quand tu sais que tu montes mi-juin. On sait commencer les recrutements, c'est très tardif, la structure, il y a beaucoup de choses à mettre en place en très peu de temps. La saison peut être très compliquée. Après il y a des clubs qui nous ont montré l'exemple inverse, notamment Bayonne. Il n'y a rien qui est écrit. Maintenant c'est sûr que
c'est jamais une année facile, mais je sais qu'ils donneront les moyens en tout cas pour faire de cette année un tremplin pour la suite. Là, on voit maintenant qu'il y a même pas mal de Parisiens dans cette équipe bien de Provence Rugby. Adrien Lapègue, on pense à Arthur Coville, il y a Jules Pisson qui va débarquer dans pas longtemps. Il t'a appelé par exemple Jules pour te dire bon, qu'est-ce que t'en penses de Aix? Je sais pas s'il est agent immobilier ou agent de joueur. C'est toi qui ramène tous les Parisiens à Provence ou quoi, Alexandre? Donc non, tous non, mais c'est vrai que Jules, moi c'est quelqu'un dont je suis très proche depuis toujours et on s'appelle très régulièrement. Le projet est sa venue ici. J'ose espérer que j'y suis pas pour rien non plus, parce que forcément on en a beaucoup parlé et le projet lui plaît. Lui c'est pareil, voilà, il était un peu dans la même optique que moi le jour où j'ai arrêté et ça lui correspond totalement. Un dernier mot sur le match de ce soir. On met volontiers l'étiquette de favori à cette équipe d'Aix. Mais quand on regarde aussi la deuxième partie de saison de Grenoble qui est monumentale, ce barrage expédié face à Dax 58-10, je me dis que c'est peut-être un peu plus serré que prévu. Ça risque d'être plus serré que prévu peut-être, Alexandre. Moi honnêtement je ne mettrais pas de favori. Si tu me demandes de faire un pronostic, je serais incapable. Ce qui est certain, c'est que ce sera clairement pas le même match qu'il y a 15 jours. Déjà c'est pas la même équipe de Grenoble, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes ambitions. Pour moi ça va être on a vu 44 très serré, mais c'est clair que ça va pas être la même chose. Oui, mais c'est incomparable. Ça va être chaud, ça va être un très beau match, mais ça va être très très chaud jusqu'au bout, je pense. Jean Thomas. Ah tout à fait, non je le rejoins, ce soir c'est 50-50, du fait que les Grenoblois avaient dominé la tête et les épaules, on avait vu quand même des changements face à Dax assez tôt après la reprise de la mi-temps, fait par le coaching, et ça a permis peut-être de faire souffler certains joueurs pour venir ici avec des ambitions bien sûr de venir gagner. C'est deux équipes qui ont les meilleures attaques aussi de ce championnat de Pro D2, donc sur une surface qui est comme ici synthétique, ça va donner du jeu, ça va donner du volume, ça va donner surtout, je pense, une bataille aussi stratégique niveau occupation. Maintenant, c'est les Aixois, je pense, à domicile qui peuvent se servir de public si le stade est en ébullition. Maintenant qu'il y a un public qui est en train de prendre. Ah oui, et ça c'est magnifique. Merci beaucoup Alexandre Flancard d'avoir été avec nous. Bon match à Maurice David. Et on continue avec Julien Thomas, avec Mathias Merlot et avec Romain Magellan qui nous rejoint sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio au rugby, on est très heureux d'être avec vous pour bien cette demi-finale ce soir entre Aix-en-Provence et Grenoble. Cette demi-finale à Maurice David où il y a Julien Thomas, Mathias Merlot. On était il y a quelques instants avec Alexandre Flancard et Alexandre Flancard rejeté un petit peu cette idée-là de l'étiquette de favori sur le maillot donc d'Aix-en-Provence. On va en parler justement avec Romain Magellan. Bonsoir Romain. Bonsoir. Très heureux de t'avoir sur Sud Radio, Romain, vice-champion de France 93 avec cette équipe du FCG, confrère du côté de Canal+, voilà, immense joueur grenoblois, passe aussi par Bourgoin. On se rappelle de la finale de 99, malheureuse, mais tout de même de ces grands moments avec toi sur le terrain, Romain. Grenoble. Quelle seconde partie de saison, quelle saison incroyable, à la fois on va dire un peu minée par les affaires extrasportives, les affaires financières, et puis par aussi des soucis entre le staff et les joueurs, et puis cette seconde partie de saison où les joueurs ont pris les choses en main et l'alchimie s'est faite et elle a été exceptionnelle. Ouais, effectivement, comme tu le dis, les joueurs ont pris leur destin en main. C'est vrai que ça avait mal commencé. On pourrait y être allé plusieurs fois avec Canal et j'y étais encore lundi là pour un Oscar Midi Olympique. Ça avait commencé par les points. Ils en avaient eu 12, puis après ils en ont récupéré 4. Mais en fait, quand tu prends les choses en main comme ça, autour du capitaine Courage, moi je l'appelle Steve Blanc-Mapaz, il y a une alchimie qui s'est faite. Il y a quelque chose, tu te dis en tant que joueur, ils ont un peu, j'allais dire, évincé Aubin Weber. Disons qu'il a pris un peu de hauteur. Et après, tu prends tes responsabilités, puis t'as plus trop le droit à l'erreur. Et il a su, je trouve, fédérer autour de lui. Et il s'est passé quelque chose. Tu connais comme moi le rugby. Ça
quand il suffit d'un petit déclic, un petit match, un petit quelque chose pour déclencher ça, et c'est arrivé. Et puis après, les résultats sont là. Bah, écoutons justement Steve Lampaz, il était notre invité il y a quelques jours. On écoute le capitaine du FCG qui parle du début de saison calvaire. En interview, Cali. Pour le coup, elle est très éprouvante parce que ça a commencé dès le début quand on a repris l'entraînement, parce qu'on ne savait pas si on était en Pro D2 ou en National, on ne savait pas de ce qu'il allait en être, et ça a été tout de suite un calvaire. Et puis ça a été toute la sur de la phase aller, parce qu'un coup on avait 6 points, un coup on nous disait qu'on faisait appel, qu'on allait faire appel, qu'on allait récupérer, donc on n'était jamais fixé vraiment. Et puis je pense que le moment où on a été fixé sur vraiment on nous avait retiré 8 points, ça a mis un peu plus de stabilité, en tout cas nous dans nos esprits pour l'équipe, et on a réussi à faire cette phase retour incroyable. Une phase retour où le blason FCG a été porté très haut. On continue avec Steve Lampaz. C'est sûr, par contre, tout ça, ça nous a forgé. Comme on dit, ce qui ne tue pas te rend plus fort, et je pense que c'est vrai, c'est réel, c'est sur cette saison. Donc, et surtout qu'il y a beaucoup de mecs de Grenoble ou de la région, donc on aime vraiment ce club, ce territoire, et je pense que c'est pour ça qu'on se bat fort sur cette fin de saison. Déjà d'une pour vivre des bons moments ensemble, mais aussi pour avoir cette communion avec le public, notamment sur un match comme hier, le barrage à domicile. Voilà, il revenait sur ce barrage, ce 58-10 face à Dax, où on a vu une équipe absolument irrésistible quand même, Romain Magellan, face à des Dacois qui avaient fait une saison eux aussi exceptionnelle, mais qui étaient peut-être arrivés un peu en bout de course. Ouais, effectivement, un promu qui a, ils ont quand même réussi leur saison, j'allais dire, tout comme Grenoble. Mais je voudrais revenir sur ce que dit Steve. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Grenoblois. C'est un peu seul contre tout le monde, tu vois. Ils étaient un peu contre les dirigeants. Ils avaient les boules pour connaître quand même pas mal le club de l'intérieur. Contre les dirigeants, ils en voulaient un peu. Ils n'avaient pas, on va dire, fait leur boulot parce que ils avaient ces points en moins. Donc c'est un peu cette esprit de revanche qui a fonctionné, mais tant mieux pour eux, hein, ça leur réussit, j'ai envie de te dire. Et quand on lit un petit peu le Rafu Alpin, d'ailleurs on vous conseille rafu-alpin.net, c'est vraiment le site de référence pour tout le rugby alpin. Le mot c'est formidable, formidable, exactement ce qu'avait dit. Voilà, c'est un peu ça. Julien Thomas qui en sourit qu'à Maurice David. Julien, c'est vrai que le FCG a fait une seconde partie de saison exceptionnelle, arrive avec les dents longues sur cette phase finale. Mais c'est surtout ce que dit Romain, c'est que quand même le monte en puissance, elle a de la qualité, elle a de la profondeur d'effectif, elle a surtout maintenant les dents longues du fait que première attaque quand même de ce championnat, et notamment à l'extérieur, qui performe dans ce domaine, qui n'hésite pas à mettre et à produire une stratégie qui est plutôt intéressante, peu importe, et vu l'adversaire aujourd'hui, avec un terrain, comme je dis, synthétique. Maintenant, Romain, toi qui es un petit peu plus du côté grenoblois, est-ce que les faits divers ou un petit peu les aléas de la saison vont pas jouer psychologiquement maintenant en défaveur de leur équipe, du fait que l'énergie laissée pendant cette période mentale? Non. Je pense pas, parce que j'ai envie de dire, ils ont rien à perdre. Ils ont déjà gagné leur saison. Pour eux, c'était inespéré, et ils vont jouer sans pression. Et puis en plus, la pression, c'est plutôt eux. Voilà, c'est que du bonus. Alors ils ont perdu Kadiri, Huleux, les ailiers. Ils ont récupéré leur arrière. Il y a l'entraîneur des Amants qui connaît bien, puisqu'il était à Aix avant. Non, franchement, comme ça, zéro pression, quoi. C'est que du bonheur. C'est les phases finales, tu connais. Maintenant, ils vont se régaler. Ça va être un match extraordinaire. Donc c'est que du bonus. Tiens, on est avec un supporter grenoblois 0826 300 300, Philippe. Salut Philippe. Salut Alexandre, salut à tous. Philippe, t'es dans un bar, t'es au stade, t'es chez toi. J'ai l'impression que t'es pas chez toi. En tout cas, sinon il y a beaucoup de monde. Ouais, je suis pas à la maison. On est dans un bar. On va le citer avec nos collègues de la table des Pirates là et Chirol, qui sont connus par deux anciens joueurs du FCG. Donc on est bien nombreux là. Tout est bien rempli, tout le monde est prêt. On est devant les écrans, on est chaud bouillant là. Bah écoute, avec Romain Magellan au téléphone, avec Julien Thomas, avec toute l'équipe, Philippe, comment tu le sens ce match ce soir?
je le sens plutôt bien parce que j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit et ce que disait Julien sur l'interrogation de est-ce que ça va être difficile pour Grenoble avec toute l'énergie qu'ils ont mis en place. Moi, je pense qu'au contraire, cette énergie-là, ça va leur donner encore un regain de forme. Et aujourd'hui, cette équipe est en confiance. Quand on a un FCG en confiance, on le sait, avec les joueurs qu'ils ont, ils sont capables de tout. Ils l'ont montré d'ailleurs lors du dernier match contre Dax avec, je pense, peut-être le plus beau match qu'ils ont réalisé depuis le début de saison. On a des joueurs clés comme Sam Davis, il y en a pas bien sûr, notre capitaine, Georges Jagakia qui est capable de créer des brèches et de faire jouer les joueurs derrière. Donc c'est une équipe complète, c'est une équipe en confiance, c'est une équipe qui a rien à perdre. Nicolas Nadeau l'a dit cette semaine, la pression elle est finalement sur cette équipe de Provence qui joue à domicile, une première fois une demi-finale, avec tout l'investissement que le club a pu faire pour cette année et l'année prochaine. Non, je pense que Grenoble aujourd'hui, ils arrivent serein, tranquille, et puis avec vraiment l'envie de tout donner et de jouer à fond cette rencontre. Un dernier mot avec toi, Romain, avant de te libérer et que tu puisses vivre le match dans les meilleures conditions. Romain Magellan, vice-champion de France en 93 avec le FCG. On parle évidemment beaucoup de Steve Lombapaz et à juste titre. Le match de Sam Davis la semaine dernière a été quand même assez exceptionnel. Est-ce que tu le vois être capable de reproduire une telle rencontre aujourd'hui ? Bah, c'est vrai que c'est un peu la difficulté. Il a quand même eu quelques sélections avec le Pays de Galles. Samuel Davis, il a un coup de pied phénoménal. Après, c'est toujours pareil. Quand tu es en confiance comme ça, on dit souvent dans notre jargon, tu marches sur l'eau, et que tu es en confiance, ouais, tu es un peu touché par la grâce. Bien sûr qu'il faut qu'un numéro 10 performe à ce niveau-là. Surtout les demi-finales, ça va jouer sur un petit détail, un petit coup de pied, une pénalité réussie ou quoi. Et c'est ce que Grenoble souhaite, bien sûr, qu'il soit dans une forme, j'allais dire, internationale ou en tout cas olympique. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Un petit pronostic. Je vous en prie. Je sais pas. Bien sûr, je vais mettre Grenoble. J'espère qu'il va avoir du jeu. Il y a du synthétique. Allez, je vais dire 32-27 pour Grenoble. 32-27. Oh, ça sera un super match. J'espère qu'on va pas se faire chier. Mais ça joue. Après, plus grosse attaque et tout. Ouais, j'espère qu'on va avoir des essais et qu'on va se régaler. Après, s'ils gagnent 3-0, c'est une victoire. On se retrouve rapidement sur. On se retrouve où sur Canal+ ce week-end ou dans les prochains jours, Romain? Je vais faire Lyon-Toulouse pour le multiplex. Super. C'est cool. C'est très très bien. Merci d'avoir été avec nous, Romain, et très belle soirée du côté donc de Grenoble. On reprend la route on reprend la route d'Aix-en-Provence dans quelques instants sur Sud Radio, mais d'abord un dernier mot avec Philippe. Philippe, sur le raffut alpin, on peut lire forme formidable. La forme grenobloise est formidable. Voilà, quand un camionniste nous sort la musique carrément. Est-ce que ce soir ce serait une immense surprise de voir Grenoble s'imposer? Je pense pas que ce serait une surprise. Ça serait un résultat, je vais pas dire logique, non, parce que ça serait trop prétentieux. Ça serait une demi-surprise, parce qu'aller gagner à Aix-en-Provence, qui est invaincu sur sa pelouse, ça serait un exploit. Maintenant une surprise, non, parce que oui, on a titré formidable déjà pour hommage à Charles Aznavour qui aurait eu 100 ans le jour du barrage, mais on a tellement eu d'emmerdes qu'aujourd'hui on espère qu'on aura de l'amour et que peut-être qu'ils vont nous emmener très loin et en top 14. Merci beaucoup Philippe et bon match du côté des Chirolles autour de cette magnifique ville de Grenoble. Dans un instant, on revient évidemment à Maurice David pour le début de ce match entre Aix-en-Provence et Grenoble.